remercier la galerie qui nous accueille, remercier l'Institut français qui organise ces nuits des idées, et donc vous remercier d'être ici. Donc, comme vous avez vu, le protocole, c'est que je parle en français et vous avez une traduction italienne écrite. Traduire? No. Allora grazie ovviamente agli organizzatori, in particolare all'Istituto francese. Come vedete, come vedete il protocollo prevede che parli in francese e avete un testo tradotto in italiano. Bon, il y a apparemment un paradoxe à présenter dans le cadre de cette exposition et dans le contexte d'une conférence sur le communisme, un exposé consacré au nom commun. Bon, pour expliquer ce choix, je dois commencer par écarter un malentendu. Le nom commun dont je parle, ce n'est pas l'individuel, le séparé, l'unique. Pour aborder la question du commun et du communisme, il faut sortir de la conception qui oppose la communauté à la solitude ou à l'égoïsme de l'individu séparé. Beaucoup de formulations du commun, de la communauté ou du communisme font toujours comme s'il s'agissait de créer un commun qui n'existe pas, comme si la condition des individus dans nos sociétés était une condition d'isolement qu'il faudrait dénoncer et à laquelle il faudrait remédier. Nous traînons encore cette vision que les socialismes et les communismes du XIXe siècle ont hérité de la pensée contre-révolutionnaire. Celle-ci, en effet, avait fait de la Révolution française l'aboutissement de la catastrophe individualiste moderne initiée par le protestantisme et poursuivie par les Illuminés. Dans cette vision, cet individualisme aurait arraché les individus aux solidarités, aux protections du grand tissu social constitué par les hiérarchies traditionnelles pour en faire des atomes isolés. Il faut sortir de cette dramaturgie du malheur individualiste. Nous ne sommes aucunement des êtres isolés. Nos pensées, sentiments et actes individuels sont insérés dans une multitude de formes de communauté. La question n'est pas de passer de l'isolement à la communauté. Elle est de savoir à quelle communauté nous appartenons et voulons appartenir. Et elle est de savoir quelle forme de communauté nous construisons nous-mêmes dès que nous ouvrons la bouche et assemblons des signes, dès que nous utilisons nos mains pour faire des tâches ou pour indiquer une tâche à faire, dès que nous nous penchons à une fenêtre et associons un sens et un affect au spectacle qui s'offre à nous. On n'arrête pas de faire du commun et d'être fait par du commun. La question est de savoir lequel. C'est la question qui est au cœur du seul développement un peu consistant que Marx ait consacré à la notion de communisme. Je veux parler du troisième des manuscrits de 1844. Il n'est pas la question d'opposer la communauté à la solitude. Il est question d'opposer une humanité à une autre, un monde sensible à un autre. Le problème du communisme pour Marx est celui de l'humanisation des sens humains. Cette question-là n'est pas héritée de la contre-révolution et de sa nostalgie du paradis inégalitaire perdu. Elle est héritée de la révolution esthétique et de sa manière de poser la question de l'égalité dans l'ordre du sensible. Le principe de la distribution inégalitaire du sensible avait été résumé au XVIIIe siècle par une formule de Voltaire. L'homme cultivé, disait-il, a d'autres sens que l'homme inculte. L'homme cultivé, à son époque, c'était le propriétaire. C'était l'homme que les revenus de la propriété dispensaient de s'occuper des petites choses mesquines liées à l'utilité quotidienne. La grande rupture, déclarée par Kant, développée par Schiller, a consisté à mettre propriété et utilité du même côté. Le jugement esthétique, dit Kant, définit une universalité d'un type nouveau, une forme d'appréhension du sensible à laquelle tous peuvent participer, parce qu'elle est indifférente à l'existence réelle d'un objet, indifférente à ce qui fait d'une forme sensible une chose utile à une fin, un objet appartenant à un propriétaire. Or, ce sont là les traits par lesquels Marx, dans le troisième manuscrit de 1844,
définit l'humanisation communiste des sens humains. Le communisme est l'état dans lequel l'exercice des sens humains est sa propre fin, où il n'est plus soumis à la grossièreté des besoins qui est elle-même la conséquence de la propriété. Il est la sortie du règne humain de la propriété et de l'utilité. Il est un mouvement d'universalisation propre à l'univers sensible lui-même, et non plus à un saut de la particularité sensible à l'universalité intelligible. Dans les manuscrits de 1844, l'université se nomme Allseitigkeit, le fait de prendre la chose par toutes les côtés, de développer toutes les virtualités d'une capacité de rapport aux choses et aux autres. Ce développement d'une sensibilité humaine fondée sur la participation de tous à toutes les capacités du sens humain est pour Marx doublement impossible dans le monde commun tel qu'il est donné, le monde de la propriété privée. Dans ce monde, il y a ceux qui ont affaire à un monde commun privatisé, réduit à la sphère de l'utilité, et il y a ceux qui ont accès à un monde commun enrichi, qui ont accès aux jouissances de l'inutile. Mais cette capacité est seulement l'envers de l'incapacité des autres. Cette jouissance est seulement la jouissance de ce qui leur est refusé. La jouissance unilatérale de la propriété. Le monde commun où vivent ensemble, propriétaires et prolétaires, est doublement limité par la propriété. Mais propriété veut dire deux choses. Il y a la possession par les uns des biens dont les autres sont privés, mais il y a aussi le fait que les uns et les autres se trouvent appropriés à leurs conditions, munis des sens qui correspondent à leur place, des sens qui correspondent à leur possession ou à leur dépossession. À partir de là, peut se définir une première figure de ce que j'appelle le non commun. Le non commun est en un premier sens ce qui est exclu par ce monde commun qui distribue les êtres en hommes de l'utilité et hommes de la propriété. Mais il est aussi l'arrachement à ce monde commun où les uns et les autres sont appropriés à leurs conditions. Et cet arrachement implique lui-même un double processus. S'approprier le commun dont on est exclu, cela veut dire se défaire de l'identité qui est la vôtre dans ce monde donné. Cela veut dire aussi enlever au commun que l'on s'approprie ses propriétés. Pour expliciter ces formules, je me déplacerai de 12 ans en arrière par rapport au manuscrit de 1844. Au printemps de 1832, à Paris, 40 jeunes adeptes de la théorie saint-simonienne constituent, dans la propriété d'un d'entre eux, une communauté où tous prennent également part aux tâches. Au milieu de ces jeunes apôtres bourgeois, il y a 3 ouvriers. L'un d'entre eux est le carreleur Bergier, ouvrier instruit et féru de poésie. Celui-ci veut convaincre son ami, également poète, le menuisier Goni, de se joindre à la communauté et il écrit ceci. Bientôt, tu quitteras ce monde où je ne dis plus ce que tu dis encore avec Victor Hugo. Mes jours s'en vont de rêve en rêve. Qui mieux que nous peut sentir tout ce qu'il y a de douloureux dans l'expression de ce vers? Nous qui avons tant de fois cherché à nous montrer au jour sans pouvoir y parvenir. Nous qui connaissons tous les plaisirs que Dieu a répandus sur la terre et pour tous, et qui ne les avons jamais goûtés que par imagination. Bon, il vaut la peine de débrouiller les diverses formes de non commun et le rapport du commun au non commun que nous indiquent ces quelques lignes. La lettre oppose 2 mondes. Il y a le monde où vit Bergier, le monde où la domesticité a disparu et où toutes les actions ont une égale dignité. Et il y a le monde ordinaire où Goni vit. Mais si le premier peut appeler le second à le rejoindre, c'est parce que déjà tous les deux se sont rendus étrangers au commun ordinaire, au sein duquel se définit l'utilité des travailleurs et la forme de vie utile qui lui correspond. En transformant leurs mains à outils en mains à plumes, ils se sont déjà dépouillés de l'identité ouvrière, de l'emploi du temps, des manières d'être, de penser et de parler qu'elle implique. Ils ont tous deux commencé à vivre dans 2 mondes à la fois. Mais cet être dans 2 mondes à la fois, finalement, ils le font dire, ils le font formuler par un être étranger à leur classe, Victor Hugo, donc un poète reconnu comme tel dans la distribution normale des activités.
Or, celui-ci le dit de la manière qui semble la moins propre à caractériser la journée de travail de menuisier. Mes jours s'en vont de rêve en rêve. Apparemment, le menuisier a, comme le dit la chanson, bien trop à faire pour pouvoir rêver. Sa journée va bien plutôt de contrainte en contrainte, de fatigue en fatigue et de rage en rage. Or, l'interprétation de Bergier renverse les choses. Ce sont les ouvriers qui savent ce que veut dire le père du poète bourgeois. Pour eux, le rêve, ce n'est pas le désœuvrement, la perte dans les songes, c'est proprement le double déni du commun qui caractérise leur condition, leur exclusion d'un ordre du visible où ils ne peuvent pas paraître au jour, et leur exclusion de la jouissance de richesses sensibles que pourtant ils connaissent et dont ils ont la capacité de jouir. En somme, les deux ouvriers s'approprient le commun qui leur est interdit en exhibant le non commun qui les en sépare d'une fois. Mais aussi ils s'en emparent par un double mouvement de désappropriation. Ils se séparent de leur condition, ils la formulent dans les termes inappropriés du poète, mais aussi ils désapproprient le poème. Ils en transforment le statut et le sens pour lui faire exprimer autre chose que ce que le poète a voulu dire et autre chose que ce que ces mots disent normalement. Ces deux opérations me semblent définir les deux grands processus qui composent la révolution esthétique et qui lient originellement l'idée communiste à cette révolution. La révolution esthétique, d'un côté, c'est la désappropriation des œuvres de l'art, leur séparation d'avec leurs fonctions sociales, d'avec les identités qu'elles exprimaient ou les hiérarchies qu'elles servaient. C'est donc la constitution d'un monde commun sensible qui est fait de la perte de leurs appartenances communautaires. Mais d'un autre côté, la révolution esthétique, c'est le développement de toutes les entreprises par lesquelles ceux qui étaient enfermés dans un monde commun limité, qui les assignait à des places, des identités, des modes d'être séparés, tout cela affirme leur désir, mais aussi leur capacité positive de jouir de toutes les jouissances sensibles. C'est ce double mouvement qui donne son contenu à l'idée de l'humanisation des sens humains. Mais la puissance de ce double mouvement a été refoulée de deux manières dans la définition moderne de l'idée communiste. Elle a été refoulée d'abord par la vision du communisme comme le simple devenir commun des individualités isolées. Mais elle a été plus radicalement par la contradiction qui fait du communisme un but à réaliser. L'esthétique du communisme, c'est justement l'abolition de la séparation entre les fins d'une activité et les moyens de cette activité. C'est l'inséparation entre la lutte contre la propriété et la lutte contre l'utilité. C'est aussi l'inséparation des diverses formes de lutte contre la propriété. Or, l'histoire du communisme comme mouvement politico-social a été celle d'une séparation, d'une hiérarchisation nouvelle entre ces inséparables qui étaient la lutte contre la propriété et la lutte contre l'utilité. Elle a posé comme condition du communisme à venir une requête d'identification communautaire de la force sociale propre à détruire l'ordre propriétaire. Et elle a tendu à rejeter les formes de désappropriation du côté de l'individualisme rétrograde ou de l'esthétisme. Bon, il y a bien eu quelques moments de conjonction rêvée. Il y a eu la démocratie whitmanienne du poème nouveau. Il y a eu ce moment de la révolution soviétique où les artistes se sont donnés pour tâche de fabriquer non plus des œuvres, mais des formes d'une vie commune. Mais pour l'essentiel, on peut dire que la politique communiste s'est concentrée sur la production du commun comme mise en commun du séparé et comme appropriation des moyens à la fin d'un commun à venir. Du même coup, le lien entre les formes de désappropriation de l'art et les aspirations des hommes et des femmes du peuple, désireux d'accéder à toute la richesse de l'expérience sensible, ce lien s'est distendu. L'art a tendu à prendre à son propre compte l'exhibition du non commun et les formes paradoxales de son inclusion dans le commun. Il s'est consacré notamment à élaborer des formes du commun, incluant
ce qui excède les limites du rassemblement politique et les conditions normales de la communication, disons excédant ce qui peut se rassembler, plutôt incluant ce qui ne peut se rassembler et ce qui ne peut se communiquer. C'est ainsi que, 3 ans après la mort de Marx, 2 écrivains russes, un petit-fils de serf et un fils d'aristocrate, écrivent chacun une nouvelle qui met exemplairement en scène le rapport du commun au non commun comme rapport d'un homme et d'un cheval. La nouvelle de Tchekhov, intitulée Tristesse, nous parle d'un cocher de fiacre qui tente en vain d'intéresser les clients qui sont trop pressés au malheur qu'il vient de subir, la mort de son fils. Bon, le cocher devra attendre la fin de sa course pour trouver un être auquel raconter tout son malheur. Cet auditeur, le seul qui puisse pas refuser de l'entendre, c'est un être privé de la possession du langage humain. C'est son cheval. Dans la nouvelle de Tolstoï, qui est intitulée Kolstomer, c'est le cheval. Il décrit ce qu'il perçoit du monde des humains et ce qu'il comprend ou ne comprend pas des mots qu'ils utilisent. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est l'usage qu'ils font de certains mots, et notamment des pronoms possessifs. Ils disent ainsi « mes chevaux » pour parler d'animaux qu'ils ne montent jamais, qu'ils ne soignent jamais, dont ils ignorent même où se trouvent les tables. On sait que cette nouvelle de Tolstoï a eu un destin singulier. En effet, c'est à son propos que Viktor Shklovsky a élaboré sa notion d'ostranné et étrangement, que Brecht a ensuite traduite en Verfremdung au prix d'en changer le sens. En effet, chez Shklovsky, l'estrangement n'est pas l'outil spécifique d'un art politique. C'est l'opération de l'art en général. C'est l'opération qui libère les objets, les automatismes de la perception commune et qui les transforme en quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui est perçu pour la première fois. Et on peut dire que la perception du cheval, cette perception comme pour la première fois, est une critique radicale de la propriété. En effet, elle établit une visibilité du monde commun. Cette notion n'a pas de réalité, ou elle n'a même pas de sens. Mais cette critique de la propriété, qui définit le propre de l'art de Shklovsky, est sans conséquence définissable dans le monde où des militants communistes se battent contre la propriété capitaliste. Elle ne définit aucune utilité en dehors du type de communauté que l'œuvre elle-même compose entre les mots et les mots et les choses, et finalement entre l'humain et le non-humain. Pour en faire une critique utile à la lutte contre la propriété, on sait que Brecht a dû inverser la fonction finalement de ce processus d'étrangement. Shklovsky le destinait à soustraire les choses au monde des significations communes pour les rendre au monde d'une perception sans propriété et sans utilité. Bon, au contraire, Brecht le destine à faire apparaître une signification cachée. L'absence de sens produite par l'opération devient une simple étape menant à la découverte du sens de ce non-sens, c'est-à-dire à la prise de conscience de la réalité sociale conflictuelle qui explique les étrangetés de la scène. Bon, je laisse de côté le présupposé qui se lie à ce renversement, à savoir le présupposé que le savoir sur la réalité sociale produit l'énergie pour la transformer. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'au fond, que 2 pensées apparemment antagoniques, la pensée de l'autonomie de l'art et celle de sa fonction critique. Ces 2 pensées reposent en fait sur un même socle. Derrière leur opposition, il y a la même figure principielle qui illustre la communication de l'homme et du cheval. Celle d'une mise en commun de ce qui ne peut être commun. Celle d'une inclusion de l'exclu qui à la fois lui donne place et le laisse à son statut de non commun, d'éléments impossibles à inclure. Cette forme d'inclusion du non commun récuse en même temps, je crois, les critères contradictoires par lesquels on a voulu définir la modernité esthétique et littéraire. Identification directe de l'art et de la vie, ou, à l'inverse, concentration de l'art sur ses propres matériaux et procédures, engagement critique de l'art, à l'inverse, écart radical de l'irreprésentable et du sud. Cette inclusion du non commun, je voudrais la commenter à travers 2 œuvres littéraires caractéristiques
de ce qu'on a appelé la modernité et à travers l'œuvre cinématographique caractéristique de la situation contemporaine de l'art. Bon, je partirai de Mrs. Dalloway, donc le roman de Virginia Woolf, bon, qui peut être considéré comme une fable exemplaire du rapport entre le commun et le non-commun. En effet, d'un côté, le livre illustre une certaine figure de la démocratie sensible, effaçant les lignes de partage définies par les hiérarchies sociales. En effet, bon, les promenades de Clarissa Dalloway ou son ancien amoureux Peter Walsh sont l'occasion d'évoquer une multitude d'événements sensibles qui font communauté en s'élargissant en cercles, des cercles qui incluent dans le même monde sensible tous ceux que séparait le hasard de la naissance, les passants de toute origine, qui s'efforcent au même moment de déchiffrer les lettres de fumée tracées par un avion dans le ciel, ou bien les groupes qui effectuent derrière les fenêtres ouvertes d'étranges chorégraphies au regard des passants, ou bien les servantes qui jouissent du loisir nouveau de l'heure d'été. Mais cette sorte de démocratie à la Whitman trouve son point de butée dans deux personnages, dans le livre de Virginia Woolf. Il y a d'abord le fou, Septimus, qui voit dans tous ces événements sensibles les signes d'une religion nouvelle qu'il doit annoncer au monde. Septimus est doublement une figure du non commun. D'un côté, il est le petit frère du carreleur berger, du menuisier guenille, dont on parlait tout à l'heure. Un enfant du peuple, qui a fait son éducation tout seul, qui a voulu connaître cette existence poétique qui est refusée aux gens de leurs conditions. Mais cette figure sociale du non commun, Virginia Woolf l'a associée à une autre radicale. Il l'a associée à la fêlure mentale du jeune homme que la guerre a traumatisé. Et elle l'a fait au prix d'associer cette fêlure mentale de son personnage à sa propre fêlure, celle qu'elle partage et en même temps qu'elle ne partage pas avec son personnage. Mais à côté de Septimus, il y a encore une autre figure du non commun, une figure encore plus radicale. La figure décrite à un moment d'un être humain qui est devenu indissociable de l'animal, du végétal ou de la chose. Cette figure est incarnée par une forme tremblante, semblable à un arbre dépouillé et battu des vents, dont la voix, sans âge ni sexe, semblable au bruit d'une pompe rouillée, murmure, près d'une bouche de métro, un chant inintelligible, sans commencement ni fin. Faire parler cette pompe rouillée, en rendre le son articulable et la musique partagée. Bon, c'est le défi que relève un roman écrit 3 ans plus tard par William Faulkner, Le bruit et la fureur. Et on peut dire que le programme du roman est résumé dans les quelques lignes de la dernière partie, qui nous décrivent la plainte du sourd-muet, l'idiot belge. Ce n'était rien, juste du son. Cela aurait pu être la totalité du temps, de l'injustice et de la douleur, prenant voix pour un instant par une conjonction de planètes. Ce n'était rien, cela aurait pu être la totalité. Faire que ce qui n'est rien soit tout. Nous savons que c'est le programme même de la Révolution française, transformé par un vers de l'Internationale en programme de la Révolution socialiste. On sait aussi que le passage du bruit de la souffrance à la parole, qui dit le juste et l'injuste, marque depuis Aristote la naissance de la politique comme propre de l'homme. Dans mon livre La Mésentente, j'ai commenté la fable de la naissance de la politique, proposée par le récit de la sécession des plébéiens romains sur l'Aventin, réécrit par Ballanche au temps des révolutions modernes. Pour faire entendre leurs revendications, les plébéiens doivent d'abord faire entendre qu'ils parlent, le faire entendre à des patriciens pour qui c'est une impossibilité physique, car dans ce qui sort des bouches des plébéiens, il n'y a pour eux, les patriciens, nulle parole, seulement un son fugitif, sorte de beuglement, signe du besoin et non manifestation de l'intelligence. La scène originelle de la politique est celle où ceux qu'on n'entend pas parler, ceux qu'on ne voit pas parler, prouvent par le fait qu'ils parlent, et que ce qui sort de leur bouche n'est pas une plainte, mais l'exposé d'une justice. Oui, on peut dire que les 2 phrases de Faulkner sur la plainte de l'idiot
nous offre comme une scène originelle de la littérature symétrique, cette scène originelle de la politique. Bon, symétrique et en même temps, bien sûr, dissymétrique, car bien sûr, jamais l'idiot ne pourra prendre la parole pour prouver pas. C'est donc à l'écrivain et à lui seul de donner voix à cette totalité du temps, de l'injustice et de la douleur contenue dans son génisme. Mais ça veut dire aussi que l'écrivain pratique une forme de justice qui excède les pouvoirs de rassemblement politique, en faisant parler ceux qui ne peuvent radicalement parler, ceux qui ne peuvent participer au rassemblement politique. Bon, cette forme de justice peut rappeler la réparation que nous propose le film de Camerata que nous venons de voir. Bon, à mon avis, c'est plutôt l'inverse. Parce que le film transforme au fond la justice coloniale et post-coloniale en trauma. Et pour nous exposer ce trauma, il montre en parallèle des plans de corps absolument immobiles et silencieux, et des interviews avec des universitaires et des médecins qui nous donnent les raisons de leur prostration. Faulkner fait l'inverse, je pense. Il transforme le trauma en injustice. Il n'explique rien, il ne répare rien, mais il donne une voix à celui qui est sans voix. Et il le fait d'une manière qui est très spécifique. Il assimile au fond le mutisme de l'idiot, du sourd muet, à un autre mutisme, celui de la parole écrite, dont Platon nous dit qu'elle est muette, parce qu'elle n'a pas de voix qui lui soit propre, pas d'autorité qui guide son trajet vers un destinataire défini, et à l'usage de son destinataire. Et de fait, dans le roman, l'idiot Benji a le même mode de parole que son frère Quentin, l'étudiant de Harvard. Le roman ainsi construit le monde sensible commun dans lequel la plainte est formulée, entendue comme discours. L'éclatement des voix et des temps qui caractérisent ce monde commun ainsi vient contredire le temps commun et le monde commun que gère le troisième frère de l'affaire, l'homme raisonnable, le petit capitalisme avec Jason. Il vient retarder indéfiniment le moment où Jason pourra être maître chez lui et envoyer son frère enfin à l'asile. Cette forme de communauté qui exhibe le commun, le non commun, et qui inclut l'irréparable sans le réparer. Bon, c'est sûrement loin de ce qu'on attend habituellement de l'art, tourné de gauche. Elle me semble cependant mieux correspondre aux exigences de notre temps que les propositions d'un art réparateur et réconciliateur qui résonne dans certains secteurs du monde de l'art. Et je pense qu'elle trouve toute son actualité dans un monde où le sort de l'idiot qu'on veut envoyer à l'asile devient celui d'une population entière reléguée dans des camps aux marges du monde. C'est pourquoi je voudrais terminer cette réflexion en parlant d'un film qui me semble exemplairement présenter aujourd'hui la figure du non commun au cœur du peuple. Une histoire d'ouvrier du bâtiment, dont la vie, aujourd'hui, s'écoule de rêve en rêve, comme celle de ses collègues français des années 1830. Une autre histoire d'homme et de cheval, qui est aussi une autre histoire de fêlure mentale. Cavallo di Nero est le titre du dernier film consacré par Pedro Costa aux travailleurs immigrés du Cap-Vert dans les faubourgs de Lisbonne, et notamment à l'ancien maçon Ventura. Di Nero, c'est le nom du cheval que l'immigré a dû laisser au pays pour parvenir sa vie au Portugal. C'est aussi bien sûr le nom de l'argent, le nom de la puissance financière, qui a fait de la vie de Ventura ce qu'elle est. La vie d'un personnage qui est comme une illustration, au fond du manuscrit 44, et le film précédent nous le montrait en effet mis poliment à la porte d'un musée, à la construction duquel il avait participé. La vie donc d'un personnage qui est à la fois au centre même de la vie du monde commun capitaliste et aux marges de tout le monde commun, à la frontière de la vie et de la mort, mais aussi de la lucidité absolue et de la maladie mentale. Pour parler de ces vies qui sont à la fois au cœur du monde commun et font comme exclus de tout le monde, Pedro Costa a choisi une forme de narration où l'enquête sur la réalité nue et le récit fantastique sont devenus indissociables. Les épisodes de ces vies prennent en effet la forme d'hallucinations où le présent et le passé, le personnel et l'impersonnel,
le réel et l'imaginaire s'entremêlent inextricablement. Les agresseurs et les victimes y échangent leur rôle, et aussi les médecins et les malades dans l'hôpital où sa vie s'achève. Ce récit fantastique culmine en un long dialogue sans dialogue entre le travailleur immigré, devenu un malade mental et au fond une charge pour la société, et le soldat stabilifié de la Révolution portugaise des Unis. Un dialogue où chacun demande à l'autre, sans le demander en même temps, ce qu'il a fait de sa vie et des promesses d'humanité partagées qu'elle contenait. Cette politique de l'inconciliable peut sembler malpropre à accompagner les énergies nouvelles qui sont déployées depuis 6 ans sur les places d'un certain nombre de nos villes. On sait que ces mouvements ont remis doublement dans notre présent l'idée d'un sensible commun et d'un communisme du sensible. Elles l'ont fait en matérialisant le refus global du monde dominant dans l'occupation d'un espace détourné de ses usages normaux et l'instauration d'un temps soustrait à ses tensions habituelles. Elles l'ont fait aussi en redécouvrant une capacité d'être ensemble, de sentir, de penser et d'agir ensemble dans tous les aspects de la vie. On a parfois reproché à ces mouvements d'être un peu trop complus dans la simple affirmation du bonheur d'être ensemble et de la parole également donnée à tous. Peut-être que ce qui leur a manqué, justement, c'est la capacité de mettre en scène le non commun au cœur du commun et l'inhumain au cœur du commun. C'est peut-être à cette tâche qu'une certaine cruauté de l'art, celle dont j'ai essayé de parler, peut aujourd'hui utilement contribuer. Merci de votre patience.